Fin de la Seconde Guerre mondiale, traduction française, complète. 6 mètres et demi sous le jardin de la Chancellerie à Berlin, un homme célèbre son 56 anniversaire, tandis que son empire brûle au-dessus de lui. Les projecteurs ont déjà été retournés contre les positions allemandes. Les canons, 8983 d'entre eux, ont déjà ouvert le feu. Plus de 6 millions de soldats de l'armée rouge sont déjà en mouvement, se faisant la course pour le prix ultime. Mais Adolf Hitler ne connaît pas encore toute la vérité. Il décore des membres des jeunesses hitlériennes pour leur bravoure, leur visage portant encore la douceur de l'enfance. Puis, il descend dans le Führerbunker pour la dernière fois. Au-dessus de lui, jusqu'à 10 000 Allemands pendent aux lampadaires, exécutés pour défaitisme. Autour de lui, 200 divisions soviétiques se referment sur 50 divisions allemandes indifférentes qui n'ont aucune chance. L'armée rouge est déjà à 200 mètres, ce qui a commencé en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, ce qui est devenu mondial, le 7 décembre 1940, et un camp des avions japonais ont attaqué Pearl Harbor, ce qui a touché tous les continents et duré 6 ans, approche maintenant de son terrible paroxysme. Ce n'est pas seulement l'histoire de la chute de Berlin, c'est l'histoire de comment le monde a changé à jamais en l'espace de 6 mois, de mars à août 1945, quand l'humanité a mis fin à une ère et en a commencé une autre avec une arme si dévastatrice que sa seule existence a redéfini ce que la guerre pouvait signifier. Le dernier chapitre de la Seconde Guerre mondiale se déroule sur 2 hémisphères, 2 types de guerres complètement différents et une décision sans précédent qui résonne encore aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'être témoin de l'effondrement du Troisième Reich, où des soldats allemands reçoivent un choix impossible entre les Américains qui foncent depuis l'Ouest et les Soviétiques qui brûlent tout depuis l'Est. Vous verrez les mathématiques brutales d'Okinawa, où les projections de pertes forceront les commandants américains à envisager quelque chose d'impensable. C'est l'histoire de 325 000 prisonniers capturés dans une seule poche, de 80 000 survivantes de viols dans une seule ville, d'une décision prise en sachant qu'une explosion générant 300 000 degrés Celsius pouvait tout changer. L'histoire de bâtisseurs d'empires qui ont conquis pour le commerce, les ressources et une prétention culturelle de supériorité pour finalement payer un prix mesuré non seulement en argent, mais en valeurs qui n'ont rien à voir avec la monnaie. Le plus grand événement créé par l'homme dans l'histoire était sur le point d'atteindre sa conclusion, mais la fin que personne n'attendait allait coûter plus que quiconque n'avait imaginé. Le 28 mars 1945, le résultat n'est plus en question. La défaite d'Adolf Hitler et du Troisième Reich est inévitable. Ce qui reste est l'arithmétique brutale de combien mourront avant que les mathématiques de la guerre n'atteignent enfin zéro. La guerre qui a commencé avec l'invasion de la Chine par le Japon en 1937, qui a atteint l'Europe quand les chars allemands ont roulé en Pologne, qui est devenue véritablement mondiale quand les bombes sont tombées sur Pearl Harbor, a ravagé tous les continents pendant des années. Au printemps 1945, la Grande Alliance, la Grande-Bretagne, l'Amérique et l'Union soviétique convergent sur l'Allemagne de toutes les directions. Le commandant suprême allié, le général Dwight D. Eisenhower, prend une décision qui façonnera le monde d'après-guerre. Agissant de sa propre initiative, il informe la direction soviétique que ses troupes avanceront sur la ligne Erfurt, Leipzig, Dresde. Il fait clairement comprendre que Berlin n'est pas son objectif. Staline est ravi. Il répond que lui aussi considère Berlin comme sans importance. C'est un mensonge. Bien sûr, Berlin est tout. Churchill est consterné. Le Premier ministre britannique argue que le règlement d'après-guerre exige que les Alliés rencontrent les Russes aussi loin à l'Est que possible. Mais l'influence de Churchill, l'influence de la Grande-Bretagne, décline. Le monde est en train d'être réorganisé et l'ancienne puissance impériale qui peignait autrefois la carte en rouge se retrouve de plus en plus mise à l'écart des décisions concernant l'avenir de l'Europe. Le 28 mars, 3 groupes d'armées commencent leur mouvement. La 2e armée britannique avance depuis sa tête de pont à Wesel. Les 1re et 3e armées américaines piègent le 89 corps allemand autour de Gießen. 4 jours plus tard, la 9e armée américaine fait jonction avec la 1re à Lippstadt. En un peu plus de 3 semaines, elles établiront le contact avec l'armée rouge. Pendant ce temps, les forces défendant l'Allemagne font face à des chances impossibles. Les ressources sont loin d'être d'élite. À l'ouest de Berlin, la 12e armée comprend 12 divisions, un ramassis de recrues brutes, d'inadaptés, de restes et de vétérans jetés ensemble dans le désespoir. Au nord de la ville, la 3e armée blindée de von Manteuffel comprend 9 divisions, dont aucune n'est réellement blindée. Le total déployé pour la défense de la capitale, quelques 50 divisions disparates. Face à elle,
presque 200 divisions de l'armée rouge. Et en avançant, elle pratique la terre brûlée. Le 15 avril, la poche de la Ruhr est coupée en deux. Le maréchal Walter Model reçoit une invitation à se rendre. Sa réponse révèle la position impossible des commandants allemands dans les derniers jours de la guerre. Model répond qu'il est lié par son serment à Adolf Hitler et qu'une reddition formelle est hors de question. Au lieu de cela, il dissout son groupe d'armée. Les chiffres sont stupéfiants. 325 000 soldats allemands sont faits prisonniers dans ce seul encerclement. C'est l'une des plus grandes captures de masse de l'histoire militaire et elle se produit en quelques jours. Le 20 avril, le ministère de la Propagande à Berlin dénonce publiquement le groupe d'armée B comme traître. Model, qui sait que les Soviétiques l'ont inculpé pour crime de guerre, fait son choix final. Il se tire une balle dans la tête. Le même mois apporte d'autres pertes symboliques. Nuremberg, si profondément symbolique du nazisme, la ville où Hitler organisa ses rassemblements massifs, tombe aux mains de la 7e armée américaine du général Patch. Les forces américaines franchissent le Danube. Le 25 avril, les troupes américaines et soviétiques établissent le contact pour la première fois. Le même jour, l'armée rouge achève son encerclement de Berlin. Hitler déclare que Berlin sera une forteresse. Des préparatifs défensifs sont faits en profondeur, mais tout le monde connaît la vérité. Les ressources ne sont tout simplement pas là. Ce qui reste, c'est l'attente, et ce qui vient est terrible. L'offensive soviétique est conçue pour assurer la chute de Berlin au plus tard le 1er mai, le jour de Maï, une date limite écrite dans le sang. Les forces soviétiques commencent à avancer le 12 avril. Le 15 avril, Hitler publie un ordre du jour spécial pour la dernière fois. Le langage révèle l'idéologie qui a conduit à toute la catastrophe. Nos ennemis mortels, les bolcheviks juifs, ont lancé leurs forces massives à l'attaque. L'ordre affirme que si chaque soldat fait son devoir, le dernier assaut de l'Asie s'effondrera et l'Europe ne sera jamais russe. Puis vient le moment qui change tout. 8983 canons soviétiques ouvrent le feu. Plus de 6 millions d'hommes et de femmes de l'armée rouge commencent à avancer. 3 fronts se font la course pour le prix. Le premier front biélorusse de Zhukov au centre, le premier front ukrainien de Konev au sud, le deuxième front biélorusse de Rokossovski au nord. Ils rivalisent non seulement contre les Allemands, mais les uns contre les autres pour la gloire de prendre Berlin. L'offensive de Zhukov commence par une innovation spectaculaire. 140 projecteurs, manœuvrés par des femmes soldats, sont braqués directement dans les yeux de l'ennemi. L'objectif est d'aveugler et de désorienter, mais quand l'assaut commence, la ligne de front s'avère être en grande partie déserte. Les Allemands se sont repliés, refusant d'être pris dans le bombardement initial. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce repli tactique ne retarderait l'inévitable que de quelques jours. À l'intérieur de la ville, l'atmosphère devient médiévale. Jusqu'à 10 000 Allemands sont pendus pour défaitisme, beaucoup aux lampadaires des places publiques. Le message est clair, il n'y aura pas de retraite, pas de reddition, pas d'échappatoire. Le 20 avril arrive, le 56e anniversaire d'Hitler. Il émerge brièvement de son bunker pour décorer des membres des jeunesses hitlériennes pour leur bravoure. Des enfants, des garçons qui devraient être à l'école, reçoivent des médailles pour avoir combattu des chars soviétiques. Après cette dernière apparition publique, Hitler descend dans le Führerbunker, 16 mètres et demi sous le jardin de la chancellerie pour la dernière fois. Les murs se resserrent, littéralement et au figuré. Le 28 avril, Hitler apprend 2 informations qui brisent ce qui reste de son monde. Heinrich Himmler, l'architecte de l'Holocauste, a mené des négociations d'armistice en Italie dans son dos. Le Reichsmarschall Göring, qui s'est éclipsé vers le sud, signale à Hitler que, puisque le Führer est piégé à Berlin, peut-être devrait-il prendre le contrôle de l'État allemand. Les trahisons de ses plus proches associés frappent Hitler comme des coups physiques. Il ordonne que Göring et Himmler soient tous deux dépouillés de leur rang et arrêtés. Mais il y a une traîtrise plus immédiate à traiter. Le SS Obergruppenführer Hermann Feglein est surpris tentant de se faufiler hors de Berlin en vêtements civils. Hitler ordonne qu'il soit fusillé. L'exécution est effectuée immédiatement. Puis Hitler fait ses derniers préparatifs. Il épouse la belle-sœur de Feglein, Eva Braun, lors d'une brève cérémonie dans le bunker. Il rédige son dernier testament et sa dernière proclamation politique. Le document est révélateur. Je désire partager le sort que des millions d'autres ont pris sur eux en restant dans cette ville. De plus, je ne veux pas tomber entre les mains d'ennemis qui, pour la délectation des masses haineuses, ont besoin d'un nouveau spectacle orchestré par les Juifs. Même à la fin, l'idéologie qui a tout conduit reste inchangée. Le 30 avril arrive. L'armée rouge est maintenant à 200 mètres. Les obus d'artillerie font trembler le bunker à chaque impact. Hitler conduit un dernier test. Il empoisonne avec succès sa chienne bien-aimée,
Blondie, au cyanure pour s'assurer que le poison fonctionne. Puis Adolf Hitler et sa nouvelle épouse de moins de 40 heures mordent des capsules de cyanure. Pour être absolument certain, Hitler se tire simultanément une balle dans la tempe. La radio allemande interrompt les programmes réguliers. Des nouvelles graves et importantes, dit le présentateur. La 7e symphonie de Bruckner commence à jouer, la même musique qui avait accompagné l'annonce de la chute de Stalingrad. La voix solennelle continue. Il est rapporté du quartier général du Führer que notre Führer, Adolf Hitler, combattant jusqu'au dernier souffle contre le bolchevisme, est tombé pour l'Allemagne cet après-midi dans son quartier général opérationnel. À 200 mètres de là, les soldats soviétiques se battent rue par rue, pièce par pièce, mètre par mètre, à travers la capitale dévastée. Joseph Goebbels et sa femme prennent leur propre terrible décision. Madame Goebbels assassine leurs 6 enfants, puis elle et son mari se suicidant. Le lendemain, le Reichstag tombe. Le drapeau rouge est tissé sur son toit, l'une des images les plus emblématiques de la fin de la guerre. Le général Helmut Weidling, commandant la garnison militaire, rend la ville. La bataille de Berlin a coûté plus de 300 000 pertes soviétiques. Les pertes allemandes sont peu être du même ordre. 480 000 prisonniers allemands supplémentaires sont capturés, des soldats qui ont échoué dans leur tentative désespérée de percer vers l'ouest pour se rendre aux forces américaines, britanniques et françaises dont ils espéraient un traitement plus clément. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce qui les attendait en captivité soviétique. Partout où les hommes font la guerre, il y a un tribut tragique de femmes brutalisées, violées et assassinées. Même l'apologiste le plus inspiré ne peut suggérer que ces victimes payaient pour des crimes qu'elles avaient commis. L'Allemagne entretenait 500 bordels militaires pendant la guerre. Alors que l'armée rouge déferle sur Berlin, on estime que 80 000 femmes survivent au viol. 10 000 victimes de viol meurent, beaucoup par suicide. Les chiffres sont inévitablement contestés, mais la souffrance est indéniable. Début mai, les membres de la Grande Alliance établissent le contact tout le long du front. Les forces de Montgomery rencontrent celles de Rokossovski sur la ligne Wismar-Wittenberg. Le 4 mai, Montgomery reçoit la reddition inconditionnelle de toutes les forces allemandes du nord-ouest de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas. Le 7 mai, les Allemands signent la reddition inconditionnelle. À ce moment, tous les partenaires de l'axe de l'Allemagne, sauf un, ont déjà changé de camp. La Hongrie, la Roumanie, l'Italie combattent maintenant aux côtés des Alliés. Seul le Japon reste pour s'opposer. Churchill et le successeur de Roosevelt, Harry Truman, sont prêts à déclarer le 7 mai jour de la victoire en Europe, mais leurs alliés soviétiques insistent sur une cérémonie de reddition séparée à Moscou. Le jour de la victoire en Europe devient le 8 mai. La guerre en Occident est terminée. Les prisonniers de guerre sont libérés. Un survivant se souvient, nous étions dans ce camp, et soudain un char est apparu. Le char a fait demi-tour et est descendu jusqu'au coin le plus éloigné de la barrière du camp et a tout défoncé. La tourelle s'est ouverte et j'ai vu un Britannique. Je crois que c'était un Britannique. Il s'est levé et nous a fait signe. C'était la fin de la guerre. Pour nous, les personnes juives, qui avaient été cachées pendant des années par de courageux compatriotes, peuvent enfin montrer leur visage. L'un d'eux se souvient du moment de la séparation. Le jeune Rogier est allé à sa petite tirelire et a sorti 100 florins pour moi. Il m'a dit « Prenez le train ou le bus ou ce dont vous avez besoin et n'oubliez pas d'écrire. » Et écrire, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. 160 000 collaborateurs sont arrêtés à travers l'Europe, 1000 sont exécutés. La plupart de ceux qui ont servi rentrent simplement chez eux. Un vétéran se souvient, un sentiment merveilleux de joie. Vraiment. Ça avait été une très longue épreuve, donc ce n'était pas une sorte de célébration extraordinaire. On a plutôt dit « Dieu merci ». C'est fini. C'était plutôt le sentiment. Mais la guerre n'est pas finie, pas vraiment. Tandis que l'Europe célèbre la paix, la guerre à l'Est continue avec une fureur incessante. En mars, un bombardement incendiaire sur Tokyo a tué 87 793 personnes et détruit 38 km² de la ville. Les chiffres révèlent l'ampleur de destruction devenue routinière dans le théâtre du Pacifique. Le 1er avril, les forces américaines débarquent à Okinawa, la plus grande des îles Ryukyu. L'archipel s'étend de Taïwan à Kyushu, la plus méridionale des principales îles de la métropole. Pour l'invasion, 430 transports d'assaut sont chargés dans 11 ports de Seattle à Leyte. Le 1er avril, 1300 navires se massent au large et 50 000 hommes de la 10e armée du général Simon Bolivar Buckner débarque face à très peu d'opposition. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le général Ushijima, commandant la 32e armée japonaise, a concentré ses forces au sud de la ligne Shuri. Il attend, il est préparé, et il est sur le point de déchaîner quelque chose qui redéfinira la guerre navale. Quelques minutes après 4 heures du matin, un marin se prépare pour son quart. J'allais prendre mon quart de 4 heures du matin à 8 heures. Quand tu prends un quart, ils viennent te réveiller parce que tu ne peux pas te tromper d'heure. Tu as intérêt à être à ton poste, sinon tu as
de gros problèmes. Puis, ils ont frappé, juste quelques minutes après 4 heures. Ils ont touché la superstructure. Tout est devenu noir. On a été touché, les machines tombaient les unes après les autres, l'avant marchait encore. Au cours des jours suivants, les Japonais lancent des assauts kamikazes contre la flotte d'invasion. Les attaques suicides ne cessent pas tout au long des semaines de combat à venir. À la fin de la campagne d'Okinawa, les suicides de 1465 pilotes kamikazes comptent pour 29 navires coulés, 120 endommagés et 3048 marins tués. Un artilleur américain se débat avec ce que ce type de guerre signifie. C'était une cause commune. Il nous a touchés. Nous avons trouvé son corps avec un parachute. Je ne comprenais pas pourquoi il avait un parachute, parce que s'il allait se suicider, quelle est la réponse à ça? Des années plus tard, le poids moral se dépose différemment. Je vous dirai ceci, et c'est difficile pour moi de vous le dire. Il a fait son travail, et il l'a bien fait. J'ai tiré sur des avions. Je ne sais pas si j'ai touché un avion, parce que quand tu tires, les obus s'illuminent partout. Des avions tombent, mais qui l'a fait? Tu ne sais pas. Avec le temps, en vieillissant, j'ai réalisé que ce n'était pas personnel. Il faisait son travail. Le 9 avril, les forces d'invasion américaines lancent leur offensive principale contre les fortifications bien planifiées de la ligne Shuri. Les combats sont terribles et les progrès lents. Au nord de la ligne, Okinawa est nettoyée avec peu d'opposition réelle. La péninsule de Motobu est sécurisée le 20 avril. Mais au sud de la ligne, c'est une autre histoire. C'est bien avancé en mai, avant que la résistance japonaise ne cède. La capitale, Naha, tombe le 27 mai. Le château de Shuri, clé de la ligne défensive, tombe le 29 mai. Le 18 juin, alors que la bataille est presque gagnée, le général Buckner est tué par les effets d'un obus explosant au-dessus de sa tête. Il devient l'Américain le plus haut gradé tué au combat pendant la guerre. Puis quelque chose d'inattendu se produit. À la surprise des Américains qui ne l'avaient pas vu ailleurs dans le Pacifique, des soldats japonais commencent à se rendre alors que leur morale s'effondre. Le 22 juin, le général Ushijima se suicide. Les listes de pertes sont catastrophiques. Les pertes japonaises dépassent 110 000. Les pertes américaines atteignent 40 000 dans cette bataille, avec près de 10 000 de plus perdus dans les attaques kamikazes. Un vétéran porte ce poids des décennies plus tard. Ça fait mal. En vieillissant, vos souvenirs ne sont pas agréables. Je ne blâme personne, mais les gens ne connaissent pas votre problème. Je dois m'excuser, parce que d'habitude, je suis un joyeux gaillard, un type plutôt malin. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, les dirigeants de la Grande Alliance se rencontrent à Potsdam, mais les visages familiers ont changé. Harry S. Truman est maintenant président des États-Unis, et au moment où la conférence s'achève en juillet, Winston Churchill ne fera plus partie du tableau. L'élection de 1945 renverse Churchill et son parti dans un raz de marée. Clement Attlee résume la situation. La grande victoire du Parti travailliste montre que le pays est prêt pour une nouvelle politique face aux nouvelles conditions mondiales. L'accord atteint à Potsdam est le dernier entre membres de la Grande Coalition. Il divise l'influence en Europe. Les conséquences seront décrites moins d'un an plus tard par Winston Churchill lui-même. Un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Et il aurait pu ajouter les villes d'Ukraine, de Biélorussie et des États baltes, des territoires qui n'avaient pas toujours fait partie de l'Empire russe. À Potsdam, les dirigeants font face à l'opportunité de créer une paix fondée sur la compassion et la coopération. Au lieu de cela, ils remplacent la guerre mondiale par la guerre froide. Mais leur priorité immédiate est d'obtenir l'accord de l'Union soviétique pour entrer en guerre contre le Japon. Le prix qu'ils sont prêts à payer, l'occupation temporaire des pays d'Europe de l'Est. Cette occupation temporaire durera jusqu'en 1990. Potsdam émet une demande de reddition au Japon. La déclaration avertit que l'alternative pour le Japon est une destruction rapide et totale. Les mots sont composés en connaissance de quelque chose que les Japonais ignorent, quelque chose qui s'est produit le 16 juillet, quelque chose qui change tout. À Alamogordo, au Nouveau-Mexique, la première bombe atomique a été détonée avec succès. Parmi les scientifiques travaillant sur le projet se trouvent 8 réfugiés de la persécution nazie. Quand le scientifique en chef Robert G. Oppenheimer voit l'explosion, il se rappelle un verset d'un livre sacré hindou. Si la lumière de 1000 soleils devait se lever dans le ciel d'un seul coup. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne comprenait pleinement, c'est que les chiffres des pertes d'Okinawa allaient refaçonner tout le calcul stratégique. Les projections américaines basées sur Okinawa estiment que la prise de Kyushu, la première des îles de la métropole, causera 268 000 pertes américaines. C'est le double du total des morts au combat que l'Amérique a subi dans toute la guerre à ce jour. Ce chiffre pèse lourdement dans le débat qui résoudra la phase suivante de la guerre.
La décision d'utiliser cette nouvelle superbombe repose sur un seul homme, le commandant en chef, Harry S. Truman. Truman ordonne que la première bombe spéciale soit larguée dès que les conditions le permettent, début août. Le 6 août, le B-29 Enola Gay transporte Little Boy à 9600 mètres au-dessus d'une ville qui n'a aucune idée de ce qui arrive. La bombe est conçue non pas pour faire sauter une ville, mais pour la renverser. Elle détonne à 575 mètres au-dessus d'Hiroshima, générant une explosion de 300 000 degrés Celsius pendant un 100 millième de seconde. 100 000 personnes sont tuées instantanément. 100 000 autres sont condamnées. Harry Truman appelle cela la plus grande chose de l'histoire, bien que personne ne sache vraiment si cela raccourcira la guerre. Mais le Japon ne répond pas à la déclaration de Potsdam. Il n'y a que le silence. Alors Truman ordonne la seconde attaque. Le 9 août, Fat Man détonne au-dessus de Nagasaki. Selon les Américains, 35 000 sont tués. Selon les autorités de Nagasaki, le nombre est de 74 800. Et le jour même où Nagasaki est bombardé, quelque chose d'autre se produit qui s'avérera tout aussi décisif. Les fronts transbaïkal et du deuxième extrême-orient de l'armée rouge envahissent la Mandchourie. Le premier front d'extrême-orient avance depuis Vladivostok. Ce que les dirigeants japonais ne saisissent pas encore pleinement, c'est qu'ils font maintenant face à l'anéantissement de deux directions, et ils doivent décider ce qui les terrifie le plus. Le feu atomique du ciel ou l'armée rouge à leur porte. Le Conseil suprême pour la conduite de la guerre se réunit à Tokyo le 9 août. Il y a un conflit amer entre ceux qui plaident pour la paix et le parti de la guerre. Mais le temps presse. Le monde observe, et la décision qui suivra déterminera si le Japon survit et ce que coûtera cette survie. Nagasaki fume encore. L'armée rouge déferle en Mandchourie. Ce qu'ils ne comprennent pas encore pleinement, c'est que le choix a déjà été fait pour eux. Les forces convergeant vers le Japon ont créé une équation avec une seule solution. Mais c'est l'invasion soviétique, plutôt qu'Hiroshima, qui force la question. Le débat fait rage toute la nuit, et la décision qui en émerge va remodeler l'Asie et déterminer le sort de millions de personnes encore sous occupation japonaise. Le 10 août, le jour après que l'invasion soviétique commence à balayer la Mandchourie, le Japon envoie un signal en code Morse. Le message porte le poids d'empire qui s'effondre. Ils acceptent les demandes de Potsdam, à la seule condition qu'il n'y ait rien qui compromette le rôle et la souveraineté de l'empereur. C'est une reddition conditionnelle, la première fissure dans la résistance absolue du parti de la guerre. Le 11 août, le Japon reçoit la réponse des Alliés. L'attente commence. 2 jours passent. À chaque heure, plus de soldats soviétiques déferlent en Mandchourie. À chaque heure, la possibilité d'une troisième bombe atomique plane dans l'air. Le 14 août, l'empereur Hirohito prend sa décision. Il ordonne l'acceptation des termes et enregistre un message à diffuser à son peuple le lendemain. Ses sujets n'ont jamais entendu sa voix. Pendant plus de 2600 ans de mythologie impériale, l'empereur a été une figure divine, au-delà du domaine de la parole humaine commune. Maintenant, ils vont entendre Hirohito prononcer des mots qui brisent toute leur vision du monde. La situation de guerre ne s'est pas nécessairement développée à l'avantage du Japon, leur dit-il dans le langage formel et archaïque de la cour. Par conséquent, notre empire accepte les dispositions de leur déclaration conjointe. Hirohito n'explique pas ce qu'est réellement la déclaration conjointe. Quand il finit de parler, un présentateur populaire prend la parole pour clarifier ce que signifient les mots de l'empereur. La guerre est terminée. Les gens rentrent chez eux et attendent. La peur saisit la nation. Quand on les sonde après la guerre, seuls 4% des Japonais croient qu'ils seront traités humainement. Les autres 86% croient ce que leur gouvernement leur a dit tout au long de la guerre, que tout ce qu'ils peuvent attendre est la famine, la torture et la mort aux mains des conquérants. Pendant ce temps, en Mandchourie, l'offensive soviétique continue sans pause. Au cours de la campagne, l'Union soviétique fait 674 000 prisonniers japonais. Seule la moitié survivra à leur captivité. Parmi les civils japonais qui s'étaient installés en Mandchourie, à qui l'on avait promis des plaines vierges prêtes à accueillir des armées de migrants, 67 000 meurent de faim, 11 000 autres meurent aux mains de Chinois vengeurs qui se souviennent d'années d'occupation brutale. Le coût humain de l'Empire arrive à échéance intégralement. Le 28 août, peu après l'aube, 45 transports 47 se posent à la base aérienne d'Atsugi. Le colonel américain Charles Tench pose le pied sur le tarmac. Il est le premier conquérant à jamais fouler le sol japonais dans l'histoire écrite de la nation. Le symbolisme est absolu. Pendant des milliers d'années, le Japon est resté invaincu. Maintenant, des bottes américaines foulent un sol sacré. Ce que les Japonais ne savent pas, c'est que les Américains sont tout aussi nerveux. Tench et ses hommes s'attendent à moitié à de la résistance, des attaques kamikazes, des tentatives d'assassinat. Mais il n'y a que le silence, l'immobilité, le choc des vaincus. Le 2 septembre arrive, 6 ans et un jour après qu'Hitler a lancé son invasion de la Pologne. La cérémonie formelle a lieu sur le pont de l'USS Missouri. Le général MacArthur fait avancer 2 hommes pour se tenir à
ses côtés, le général Wainwright, qui a rendu son commandement aux Philippines après la marche de la mort de Bataan, et le général Percival, qui a rendu son commandement à Singapour. Les deux hommes ont enduré des années de captivité brutale. Les deux croyaient qu'ils ne verraient peu être jamais ce jour. Maintenant, ils se tiennent comme témoins de la reddition inconditionnelle du Japon impérial. La guerre à l'Est est terminée. Après 8 ans de combat, les Japonais libèrent tous leurs prisonniers de guerre chinois, les 56. Le nombre est stupéfiant dans sa révélation. Des centaines de milliers de soldats chinois capturés pendant 8 ans de guerre, seuls 56 ont survécu pour être libérés. Les mathématiques de l'atrocité parlent plus fort que tout témoignage. Les prisonniers de guerre alliés qui ont survécu sont libérés. Un marin australien se souvient, 4 corvettes de la marine australienne sont entrées dans le port. Je peux encore les voir arriver. À ce moment-là, il ne restait plus que 101 d'entre nous. J'étais sur ce navire en route vers la maison. Nous avons entendu Bing Crosby chanter Don't Force Me In. Je ne plaisante pas. L'absurdité de la survie, la grâce étrange des petits moments, une chanson populaire devenant l'hymne de la liberté. Ceux qui ont combattu peuvent enfin rentrer chez eux. Un vétéran américain se souvient du moment. Je suis descendu du tramway avec mon gros sac de marin sur le dos, dans mon uniforme de l'armée. J'avais été absent 2 ans, et voilà ma sœur avec son bébé nouveau-né, et mon petit chien s'échappe d'elle et vient en courant le long de la rue. Ma sœur crie « Je suis désolée, monsieur, je suis désolée. » Elle n'a jamais fait ça. Mon chien est un bon chien, et le chien court, et il est tout sur moi, et je pleure à chaudes larmes. Elle ne savait pas que c'était moi, jusqu'à ce qu'elle soit à 1,50 m. Mon petit chien m'a reconnu. La reconnaissance, le retour au foyer, les larmes. Mais le règlement de compte ne fait que commencer. Le plus grand événement créé par l'homme dans l'histoire était une guerre d'une proportion si colossale que son coût en argent est difficile à appréhender. Le bilan en vie humaine est encore plus difficile. Les mathématiques de la mort refaçonnent notre compréhension de ce qui s'est passé. Pour chaque 2 personnes que les États-Unis ont perdues dans la guerre, la Grande-Bretagne, son Commonwealth, et son empire en ont perdu 3. Le Japon en a perdu 12. L'Allemagne en a perdu 22. L'Union soviétique en a perdu 184. Laissez ce nombre se poser. Pour chaque 2 Américains qui sont morts, 184 Soviétiques ont péri. Le chiffre agrégé de 27 millions de morts pour l'Union soviétique est probablement la meilleure estimation. Pour la Chine, plus de 20 millions sont morts. Personne ne peut calculer avec précision le bilan final des morts, mais il est sûrement éclipsé par le total des vies non perdues, mais affectées de manière permanente par une guerre qui ne pourra jamais être comprise par les statistiques. Un vétéran parle pour des millions. Je ne parle pas au nom de l'armée ou de ce dans quoi j'étais impliqué. Je vous ai juste donné l'aperçu général de notre progression. Mais l'individu qui combat, le corps à corps, ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Le coût personnel ne peut être quantifié. Le traumatisme n'apparaît pas dans les listes de pertes. Les cauchemars ne figurent pas dans les rapports d'après-action. Pendant ce temps, la carte du monde se transforme sous les yeux de tous. Pendant si longtemps, l'affichage de couleurs définissait la souveraineté de telle ou telle nation sur les autres. La carte était un testament de l'Empire. De vastes étendues de rouge pour l'Empire britannique, différentes nuances marquant les possessions françaises, néerlandaises, portugaises, espagnoles. Maintenant, la carte devient une grande mosaïque. Les vastes empires terrestres n'existent plus. Les grands empires maritimes, l'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, commencent tous leur retrait. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Les empires sont acquis, conquis pour le commerce, les ressources, le territoire, et à cause d'une prétention commune à tous les bâtisseurs d'empires, la croyance que leur ADN culturel et politique est supérieur, qu'ils ont raison de dominer les autres sociétés. La Seconde Guerre mondiale a été guidée par de telles prétentions. 2 rêves impériaux ont entraîné leur peuple dans une guerre catastrophique. L'Empire japonais s'est étendu violemment à travers l'Asie. L'Empire allemand s'est étendu violemment à travers l'Europe. Les deux se sont effondrés. Les deux ont fait faillite, financièrement, moralement, spirituellement, et leur effondrement a sonné le glas de l'ancien système impérial. Le prix de l'Empire peut s'exprimer en termes monétaires, mais le véritable prix implique des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'argent. L'énorme convulsion de la Seconde Guerre mondiale, infectée dans chacune de ses parties par le bacille du racisme, a permis aux gens de voir quelque chose de fondamental. L'indépendance et l'identité sont des valeurs incorruptibles. Un historien romain nommé Tacite a écrit il y a 2000 ans sur la nature de la conquête. Il pille, il massacre, il vole. Ces choses, il les nomme à tort empire. Ils font un désert et appellent cela la paix. Ces mots résonnent à travers les siècles jusqu'en 1945. Ceux qui auraient pu être accueillis comme des libérateurs
furent haïs comme des conquérants. Ils nommèrent à tort leur conquête empire et ils en payèrent le prix. En Europe, le rideau de fer descend à travers le continent. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest, Sofia, toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale tombent derrière cette ligne. Les villes d'Ukraine, de Biélorussie et des États baltes, qui n'avaient pas toujours fait partie de l'Empire russe, deviennent partie d'une sphère soviétique qui durera 45 ans. L'occupation temporaire convenue à Potsdam devient permanente. La Grande Alliance se fracture. La guerre mondiale cède la place à la guerre froide presque immédiatement. La bombe atomique change le calcul de tout. La connaissance que l'humanité possède désormais, le pouvoir de générer 300 000 degrés Celsius, de créer la lumière de 1000 soleils se levant d'un seul coup, altère fondamentalement ce que la guerre peut signifier. Le prochain conflit mondial ne peut pas être mené de la même manière, car le prochain conflit mondial pourrait mettre fin à la civilisation elle-même. En Asie, l'effondrement de l'Empire japonais crée un vide. La Corée, occupée depuis 1910, se scinde en zones rivales. La Chine, dévastée par 8 ans de guerre contre le Japon et des années de guerre civile avant cela, fait face à une nouvelle lutte entre forces nationalistes et communistes. Le Vietnam, la Birmanie, la Malaisie, l'Indonésie, tous les territoires détenus par les puissances européennes avant l'occupation japonaise exigent maintenant l'indépendance. L'ancien ordre ne peut être restauré. Les puissances coloniales découvrent qu'on ne peut demander aux gens de se battre pour la liberté contre le fascisme et ensuite leur refuser la liberté quand la guerre se termine. La contradiction est trop flagrante, trop évidente. L'Empire britannique commence son retrait d'Inde, le joyau de la couronne. Les Néerlandais font face à la révolution aux Indes orientales. Les Français font face à la résistance en Indochine. Les empires portugais et espagnols, déjà diminués, poursuivent leur long déclin. Ce qu'aucun des bâtisseurs d'empires n'avait anticipé, c'est que les outils mêmes qu'ils utilisaient pour maintenir le contrôle, l'éducation, l'infrastructure, la communication, deviendraient les instruments de la dissolution de leur empire. Les élites éduquées qu'ils ont formées mèneraient les mouvements d'indépendance. Les chemins de fer qu'ils ont construits transporteraient des révolutionnaires. Les systèmes télégraphiques coordonneraient la résistance. L'énorme convulsion de la guerre a tout infecté avec la compréhension que l'indépendance et l'identité ont une valeur au-delà du calcul économique. On ne peut mesurer en monnaie la valeur de l'autodétermination. On ne peut fixer le prix de la dignité de la souveraineté. Un survivant réfléchit à l'expérience du retour chez soi après la fin de la guerre. Nous sommes rentrés chez nous et avons vécu heureux pour toujours. C'est une déclaration simple, presque naïve dans son optimisme, mais elle contient une vérité que les bâtisseurs d'empire n'ont jamais saisie. Les gens ordinaires ne veulent pas d'empire. Ils veulent vivre, ils veulent rentrer chez eux, ils veulent la liberté de construire leur vie selon leurs propres termes. Le gouvernement japonais, dans sa propagande, avait dit à son peuple qu'il ferait face à la famine, la torture et la mort s'il se rendait. Quand 96% de la population croyait ce mensonge, cela révélait quelque chose de profond sur la nature du régime. Un gouvernement qui maintient le pouvoir par la terreur et la mythologie ne peut survivre au contact de la réalité. Quand le colonel Tench posa le pied sur le sol japonais, le premier conquérant de l'histoire écrite, et que la résistance attendue ne se matérialisa pas, cela démontra que la mythologie de l'Empire avait toujours été plus fragile qu'elle ne paraissait. Le droit divin de l'empereur, l'invincibilité de la culture guerrière, la supériorité de la civilisation japonaise, tout s'effondra face à la défaite. De même, quand l'armée rouge entra dans Berlin et hissa le drapeau rouge sur le Reichstag, elle prouva que le Reich de Milan n'avait duré que exactement 12 ans. Les théories raciales qui guidaient l'idéologie nazie, la croyance en la suprématie aryenne, la vision de la domination allemande, tout s'évanouit dans les décombres de Berlin. Les 325 000 prisonniers allemands capturés dans la poche de la Ruhr, les 480 000 capturés à Berlin, les 674 000 Japonais capturés en Mandchourie. Ces nombres représentent l'effondrement complet de systèmes militaires qui prétendaient être invincibles. La Wehrmacht, qui conquit l'Europe en quelques mois, ne put défendre sa propre capitale. L'armée impériale japonaise qui terrorisa l'Asie pendant 8 ans se rendit sans défendre les îles de la métropole. Le coût humain de ces rêves impériaux est presque incompréhensible. Les 80 000 survivantes de viol dans la seule ville de Berlin, les 10 000 qui moururent par suicide, les 67 000 civils japonais qui moururent de faim en Mandchourie, les 11 000 tués par des Chinois vengeurs, les 87 793 tués dans un seul bombardement incendiaire de Tokyo, les 100
100 000 tués instantanément à Hiroshima avec 100 000 autres condamnés. Les 64 800 tués à Nagasaki selon les autorités japonaises. Chaque nombre représente des êtres humains individuels, des vies individuelles, des histoires individuelles qui ne seront jamais racontées. Les ratios de pertes révèlent quelles nations ont payé le prix le plus élevé. Les 27 millions de morts de l'Union soviétique, les 20 millions de la Chine. La disproportion est stupéfiante. Les nations qui ont subi l'invasion allemande et japonaise ont payé des coûts bien supérieurs à ceux des envahisseurs. Et pourtant, les envahisseurs ont aussi payé de manière catastrophique. Les Allemands ont perdu 22 personnes pour chaque 2 Américains tués. Le Japon en a perdu 12 pour chaque 2. Les rêves impériaux ont coûté aux bâtisseurs d'empire plus qu'ils ne pouvaient se permettre et bien plus qu'ils n'avaient anticipé. Le maréchal Walter Model, lié par son serment à Hitler, incapable de se rendre, dissolvant formellement son groupe d'armée puis se tirant une balle dans la tête. Sa mort symbolise la faillite du système. Quand la loyauté envers un dirigeant exige le suicide plutôt que le bon sens, le système a déjà échoué. Hitler lui-même testant le poison sur son chien avant de mettre fin à ses jours, épousant Eva Braun quelques heures avant leur suicide commun, dictant un dernier testament qui blâmait tous les autres. Sa fin révèle le vide au cœur de l'idéologie nazie. Il n'y eut pas de dernier baroud d'honneur glorieux, pas de sacrifice héroïque, juste un homme dans un bunker à 200 mètres de soldats soviétiques prenant du poison et se tirant une balle. Le symbolisme des redditions raconte sa propre histoire. Montgomery recevant la reddition des forces allemandes du nord-ouest de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas le 4 mai. La reddition formelle allemande le 7 mai, avec les soviétiques insistant sur une cérémonie séparée à Moscou. MacArthur acceptant la reddition du Japon sur le pont du Missouri avec Wainwright et Percival à ses côtés. Les vainqueurs ont contrôlé le récit, ils ont contrôlé le symbolisme, ils ont contrôlé le sens, mais ils n'ont pas pu contrôler les conséquences à long terme. Le règlement d'après-guerre a divisé l'Europe, le rideau de fer est tombé, la guerre froide a commencé, l'ère atomique a débuté, les empires coloniaux ont commencé leur retrait. Les mouvements d'indépendance ont pris de l'élan à travers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. La Seconde Guerre mondiale a mis fin à l'ère de l'Empire, non pas parce que les vainqueurs ont choisi d'abandonner les systèmes impériaux, mais parce que la guerre elle-même a démontré que le prix de l'Empire dépasse tout bénéfice possible. La Grande-Bretagne en est sortie victorieuse mais en faillite, forcée d'abandonner l'Inde dans les 2 ans suivant la fin de la guerre. La France en est sortie libérée mais affaiblie, face à des guerres coloniales qu'elle ne pouvait gagner. Les Pays-Bas sont sortis de l'occupation pour découvrir qu'ils ne pouvaient reconquérir les Indes orientales. Le Portugal et l'Espagne, neutres pendant la guerre, ont vu leurs empires devenir des anachronismes dans un monde d'après-guerre qui rejetait de plus en plus la domination coloniale. Les États-Unis et l'Union soviétique ont émergé comme superpuissances, mais ils représentaient de nouvelles formes d'empire, idéologiques plutôt que territoriales, bien que l'Union soviétique maintiendrait un contrôle direct sur l'Europe de l'Est pendant 45 ans. La leçon fondamentale était celle-ci: on ne peut piller, massacrer et voler indéfiniment et appeler cela empire. Tôt ou tard, le prix arrive à échéance, le règlement de compte arrive, la mythologie s'effondre. Les vétérans qui sont rentrés chez eux portaient un savoir qui ne pourrait jamais être pleinement communiqué. Ça fait mal en vieillissant, a dit l'un d'eux. Vos souvenirs ne sont pas agréables. Je ne blâme personne, mais les gens ne connaissent pas votre problème. Le coût psychologique ne peut être calculé. Le coût moral ne peut être quantifié. Le coût spirituel reste au-delà de toute mesure, mais le coût historique est clair. La Seconde Guerre mondiale a tué l'ancien système impérial. Pas immédiatement, pas proprement, mais définitivement. La libération par le Japon de seulement 56 prisonniers chinois parmi des centaines de milliers capturés, nous dit tout ce que nous devons savoir sur la nature de l'occupation impériale. Les 10 000 Allemands pendus au lampadaire de Berlin pour défaitisme nous parlent de la terreur nécessaire pour maintenir des systèmes qui s'effondrent. Les 1465 pilotes kamikazes qui sont morts nous parlent du coût humain de l'extrémisme idéologique. Et les bombes atomiques, ces 2 moments où la lumière de 1000 soleils s'est levée dans le ciel au-dessus d'Hiroshima et Nagasaki, nous disent que l'humanité a acquis le pouvoir de se détruire complètement. Le prochain empire qui tentera de conquérir le monde pourrait mettre fin au monde dans le processus. Ce savoir, né dans les feux de la guerre totale, a tout remodelé. Les Nations Unies ont été formées pour prévenir un autre conflit mondial. La Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé que tous les êtres humains possèdent une dignité et des droits inhérents, indépendamment de leur nationalité. Le processus de décolonisation s'est accéléré. Le monde qui a émergé de 6 ans de guerre totale était fondamentalement différent du monde qui y était entré en 1939.
les anciennes certitudes avaient disparu, les anciennes hiérarchies s'écroulaient, les anciens empires agonisaient. Ceux qui ont combattu comprenaient cela d'une manière que ceux qui n'ont pas combattu ne pourront jamais comprendre. Un vétéran, rentrant chez lui pour découvrir que son chien le reconnaissait quand sa sœur ne le reconnaissait pas, comprenait que certains liens transcendent le chaos de la guerre. Certaines formes de reconnaissance comptent plus que les empires. Un autre vétéran, entendant Bing Crosby chanter Don't Fence Me In, tandis que son navire le ramenait chez lui, comprenait que la liberté signifie plus que la victoire. Elle signifie la capacité de vivre sans être enfermé par des rêves impériaux et des cauchemars idéologiques. Le prix de l'Empire a été payé par tous, vainqueurs et vaincus, soldats et civils, hommes et femmes, enfants et personnes âgées. La facture est arrivée en millions de vies, en siècles de traumatismes, en altération permanente de la civilisation humaine. Et quand le bilan final est dressé, la conclusion est inévitable. L'Empire coûte trop cher, le coût dépasse tout rendement possible, l'investissement met en faillite l'investisseur, la conquête consume le conquérant. C'est la leçon écrite dans les ruines de Berlin et d'Hiroshima, dans les listes de pertes d'Okinawa et de Stalingrad, dans la libération des camps de prisonniers et la chute des systèmes coloniaux. C'est la leçon que le plus grand événement de l'histoire créé par l'homme a gravé dans la conscience humaine. Nous vivons encore avec les conséquences, nous payons encore le prix, nous apprenons encore la leçon. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne concerne pas seulement les batailles, les stratégies et les armes. Elle concerne le coût humain des rêves impériaux et de l'extrémisme idéologique. Elle concerne ce qui se passe quand des nations se convainquent qu'elles ont le droit de dominer les autres. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le dernier chapitre de cette guerre? Quelles leçons pensez-vous que nous avons apprises ou échoué à apprendre? Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine plongée en profondeur dans les moments qui ont façonné notre monde moderne, de la chute des empires à l'émergence de nouveaux ordres mondiaux. L'histoire continue de résonner dans notre présent. Et souvenez-vous des mots de Tacite, écrits il y a 2000 ans, mais toujours vrais aujourd'hui. Il pille, il massacre, il vole. Ces choses, il les nomme à tort empires. Ceux qui auraient pu être accueillis comme des libérateurs furent haïs comme des conquérants. Le prix de l'empire a été payé en intégralité. La leçon est écrite dans l'histoire. La question est de savoir si nous nous en souviendrons. Partagez ce documentaire avec quiconque a besoin de comprendre comment notre monde a été fait et ce qu'il a coûté pour le faire.